bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Et merci d'être là, parce que c'est un sujet un peu ingrat. Moi, je suis donc le docteur Dominique Brand, et je vais introduire, puisque c'est dans le cadre de l'Académie de médecine que cette conférence a été choisie. Donc, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'introduire la conférence du professeur Erwin Wolf, dans un domaine, vous allez le voir, qui va révolutionner le traitement de certains cancers. Alors, que signifie le terme radiotheranostique? C'est une approche qui combine les thérapies ciblées et la médecine nucléaire, mais c'est le docteur Wolf qui va vous donner toutes les explications. Et quand vous quitterez la salle, vous connaîtrez tout sur cette approche thérapeutique. Alors, qui est le professeur Erwin Wolf? Sur le plan académique, il cumule le titre de professeur en médecine nucléaire à l'ULB et à l'Université de Mons. Il est professeur en informatique médicale et en intelligence artificielle et référent pour la faculté de l'ULB. Il est cofondateur de la chaire partagée en intelligence artificielle et santé, qui est le fruit de la collaboration entre la faculté de médecine et la faculté de Polytechnique à Bruxelles. Et il attache, comme vous le verrez, une très grande importance à la transmission du savoir. Il vient d'ailleurs d'initier un programme européen sous l'égide d'une alliance universitaire civique qui réunit 11 universités. Et donc ce programme permet à des étudiants et des étudiantes européennes de découvrir les radiothéranostiques, qui est cette discipline d'avenir que vous allez découvrir. Alors, outre son caractère académique, c'est aussi un médecin. Sur le plan hospitalier, il travaille comme médecin au service de médecine nucléaire de l'hôpital qu'on appelle aujourd'hui HUB, mais en particulier à l'Institut Bordet, qui est la partie qui s'occupe des cancers, où il prend en charge de nombreux patients pour ses approches radiothéranostiques. Et c'est là que nos chemins se sont croisés, puisque moi je travaillais également à l'Institut Bordet il y a plus de 10 ans dans le cadre d'une étude clinique qu'il faisait avec des patients porteurs de lymphome non-hodgkinien qui ont déjà à l'époque bénéficié de cette approche où on combinait immunothérapie et médecine nucléaire. Et donc beaucoup de ces patients sont toujours en rémission complète 10 ans après ce traitement et vraisemblablement guéris. Et sur le plan des recherches, vous avez compris que le Dr Wolf est très engagé dans le développement non seulement de nouveaux radiotraceurs pour les tumeurs, mais également impliqué dans des études académiques innovante. Il va susciter de nombreuses vocations, à la fois cliniques et scientifiques, toujours dans le même objectif, c'est de faire reculer cette maladie qu'est le cancer. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et un grand intérêt que je lui cède la parole afin de vous faire découvrir cette approche thérapeutique tout à fait innovante. Merci, Erwin. Un grand merci, professeur Bron, pour cette très très belle introduction. Donc, j'ai le grand plaisir et l'honneur aujourd'hui de vous présenter la conférence sur les radiothéranostiques. C'est une discipline, effectivement, comme disait Dr Bron, innovante, qui est généralement peu connue du grand public et même assez peu connue du monde médical. Même mes étudiants en médecine, avant mon cours, ils ne connaissent pas, d'où l'intérêt de vraiment participer activement à cette transmission du savoir. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous, justement, cette transmission de ce savoir, de cette nouvelle modalité thérapeutique ciblée qui permet déjà aujourd'hui de traiter un grand nombre de patients et qui ouvre de nombreuses perspectives thérapeutiques, notamment en oncologie. Voici le plan de mon exposé. Pour commencer, je vous présenterai brièvement le contexte oncologique actuel. Pourquoi? Pour comprendre les nouvelles approches comme les radiothéranostiques et pourquoi elles sont nécessaires. Nous verrons ensuite ce que sont les radiothéranostiques et en quoi la logique du diagnostic couplée au traitement représente une véritable révolution. Puis je vous proposerai un rapide retour historique pour comprendre comment cette discipline a évolué et comment nous en sommes arrivés là, aux radiopharmaceutiques qui sont utilisés aujourd'hui en pratique clinique. Nous détaillerons ensuite leurs mécanismes d'action pour mieux saisir leur fonctionnement et leur spécificité. Nous passerons ensuite en revue les indications actuelles et les premières études et même les principales études cliniques, les grandes études qui ont marqué un tournant dans cette discipline.
Nous explorerons enfin les pistes d'avenir, les thérapies alpha ciblées, les combinaisons thérapeutiques, la dosimétrie personnalisée. Et pour conclure, nous verrons quels sont les principaux obstacles à surmonter pour que cette révolution devienne une réalité pour tous nos patients. Alors, guise d'introduction, savoir que le cancer, c'est évidemment important puisque c'est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité dans le monde. Il est responsable de près de 10 millions de décès chaque année, malheureusement, soit environ 1 décès sur 6. Selon l'OMS, il s'agit de la première ou deuxième cause de décès prématuré dans plus de 100 pays. On voit en fonction des différents cancers, évidemment, la gravité n'est pas la même, mais en tout cas, nombre de cas, en fonction de la mortalité, on voit que certaines fois, il y a beaucoup de cas et un peu moins de mortalité que certains cancers qui sont beaucoup plus agressifs. Alors, quelles sont les principales stratégies thérapeutiques en oncologie? L'oncologie, c'est vraiment la science du cancer. Et donc, quelles sont leurs limites également? Alors, on a les modalités classiques. Nous avons évidemment le scalpel, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, qui demeurent les piliers du traitement des cancers. Malheureusement, la chirurgie n'a pas sa place pour les tumeurs inopérables ou les métastases diffuses. Ça, c'est pas possible. La chimiothérapie, eh bien, elle possède une toxicité systémique élevée, malheureusement, avec notamment, vous savez, l'alopécie, la perte de cheveux, les neuropathies, l'induction de cytopénie, et elle présente surtout une très faible sélectivité. Malheureusement, les patients, au bout d'un moment, en plus, ils développent une certaine résistance à ce traitement qui oblige l'oncologue à changer de ligne thérapeutique, c'est-à-dire à changer de traitement au cours de l'évolution de la maladie néoplasique. La radiothérapie externe également, nous avons les rayons. Ça provoque une irradiation très localisée, mais malheureusement qui est peu adaptée aux micrométastases qui circulent dans le corps et qu'on ne voit pas forcément. Et engendre également une toxicité aux tissus adjacents. Alors pour contrer ces limites, on a développé, donc le monde médical a développé une approche personnalisée ces dernières années avec notamment les thérapies biologiques ciblées. Les thérapies biologiques ciblées, la targeted therapy, c'est en fait c'est un traitement qui est plus spécifique des cellules néoplasiques. Et le traitement biologique, il va fonctionner comment ? En bloquant certaines voies de signalisation cellulaire impliquées dans le processus néoplasique, justement. Mais malgré tout, il y a certains écueils à cette thérapie biologique ciblée, parce que certaines fois, il y a la cible qui est un peu ubiquitaire, qui est omniprésente, même dans les cellules qui ne sont pas tumorales. Le GFR, par exemple, pour en citer, le BRAF. Certaines protéines sont omniprésentes dans les cellules saines autant que dans les cellules tumorales. Et donc, malheureusement, cela va induire pas mal de toxicité. Et une toxicité même cumulative qui va apparaître. Donc, certaines fois, on est obligé, l'oncologue, de diminuer ses doses pour éviter qu'il y ait trop de toxicité. Et malheureusement, l'efficacité va être un petit peu moindre. Alors, les thérapies innovantes ont émergé, comme les immunothérapies. Tout le monde a entendu aujourd'hui des immunothérapies. C'est vrai que c'est une véritable révolution. Tels que les inhibiteurs checkpoint, les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. On a aussi les thérapies cellulaires, certains vaccins préventifs antitumoraux, cancer du col par exemple de l'utérus. Mais certaines limites sont néanmoins importantes à mentionner, puisqu'on a en fait au cours du temps une résistance adaptative qui est fréquente, puisqu'on a des mutations malheureusement qui apparaissent. C'est un petit peu une évolution darwinienne au niveau cellulaire, qu'elles s'adaptent et les plus résistantes, qui ont acquis des mutations, eh bien, elles vont progresser et elles vont perdurer dans le temps. Et c'est ces clones, qui seront plus résistants à ces traitements, même moléculaires ciblés, qui vont vraiment proliférer et donc se développer de façon prédominante. Et donc, certaines fois, l'efficacité est limitée parce que la cible n'est pas présente. C'est-à-dire qu'il y a certains profils moléculaires, on fait un panel génétique dans cette médecine personnalisée, on va voir si le patient possède cette mutation qui va conférer au traitement donc, une efficacité, puisque la cible, c'est vraiment le traitement va
aller se diriger sur cette cible. Si malheureusement le patient n'a pas cette cible, par exemple une mutation, eh bien le traitement, on sait déjà qu'il ne va pas fonctionner. Par exemple, avec l'immunothérapie, certaines tumeurs ne sont pas très immunogènes. L'immunothérapie ne va pas fonctionner. Et puis évidemment, il y a certaines toxicités spécifiques qui peuvent apparaître, comme dans l'immunothérapie, il y a certains phénomènes auto-immuns. On va réveiller le système immunitaire contre les tumeurs. Parfois, il se réveille un petit peu trop et il s'attaque à notre propre corps. Ça, c'est embêtant. Par exemple, le cytokine release syndrome, où il y a un emballement du système immunitaire excessif, et ça peut être effectivement relativement dangereux. Donc il fallait encore chercher, il fallait innover toujours des nouvelles stratégies thérapeutiques pour surmonter en fait ces limitations que je viens de vous énoncer. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut une précision moléculaire, donc il faut toujours un ciblage sélectif. C'est mieux de cibler les cellules tumorales plutôt que de cibler tout comme la chimiothérapie. Enfin, en fait, il n'y a pas de cible dans la chimiothérapie, c'est un petit peu la bombe atomique. Donc c'est mieux de cibler les cellules tumorales que tous les cellules tumorales plus les cellules saines, un avantage. Il faut un médicament tout de même avec une action systémique, ce qu'on s'est essayé on s'est forcé de faire dans les radiotéranostiques, une approche systémique, parce que quand il y a des micrométastases qui se détachent et qui partent dans la circulation, il faut aller les chercher. Et si ces micrométastases possèdent des récepteurs, possèdent des cibles, alors il faut aller les traquer. Ça, c'est important. Il faut... Alors, l'idéal, c'est un traitement également que l'on peut suivre, que l'on peut monitorer, c'est-à-dire intégrer ce concept de theranostic que je vais vous expliquer, c'est-à-dire l'imagerie qui est intégrée pour guider et ajuster le traitement. Monitorer un traitement, c'est très important, et un traitement qui conduirait à une tolérance améliorée, c'est-à-dire avec moins de toxicité systémique qu'avec la chimiothérapie, par exemple, ou la radiothérapie. Et donc, les radiotéranostiques ont justement émergé et ont apporté et apportent une rupture dans ces stratégies thérapeutiques par le fait que ces conditions, principalement, elles sont réunies. Alors, un mot sur la notion de thérapie ciblée en oncologie. Qui peut bénéficier d'une thérapie ciblée? Eh bien, les patients dont la tumeur vont présenter la cible. C'est logique. Cette cible, elle peut être une cible moléculaire ciblée, donc un récepteur par exemple, une protéine anormale, une mutation. Et dans cette approche, les biomarqueurs sont dès lors indispensables, puisqu'il faut savoir à l'avance qui possède cette mutation, qui possède cette cible. Donc il faut un biomarqueur qui soit prédictif de l'efficacité du traitement. Donc on a plusieurs biomarqueurs qui sont à notre disposition. On peut avoir des biomarqueurs sanguins, des biomarqueurs tissulaires, et notamment l'imagerie moléculaire pour confirmer ou affirmer la présence de la cible. Alors, donc, cette cible, ça veut dire que si c'est ciblé, ce n'est pas universel. Tout le monde ne va pas pouvoir en bénéficier, même ceux qui possèdent a priori le même cancer. Par exemple, deux patientes peuvent posséder un cancer du sein, mais ne pas présenter la même cible, parce qu'il y a plusieurs cancers du sein. Donc deux patients avec le même cancer peuvent recevoir des traitements différents selon leur profil. C'est ça la médecine personnalisée. Et c'est adapter le traitement à la biologie tumorale pour avoir plus d'efficacité et moins de toxicité. Donc il y a vraiment les biomarqueurs qui vont être nécessaires pour identifier si la cible est présente, pour pouvoir donner le médicament adapté au bon patient, au bon moment, et contre la bonne tumeur, justement. Alors maintenant, attaquons le vif du sujet, c'est-à-dire que sont les radiotéranostiques et en quoi, justement, la logique du diagnostic couplé au traitement représente une véritable révolution. Alors, les radiotéranostiques combinent, comme je vous l'ai dit, le diagnostic et la thérapie. Parce que c'est theranostics en anglais, c'était thérapie et diagnostic. Et dans radiothéranostic, il y a aussi radio. Et donc, radio, c'est qu'on va utiliser des radiopharmaceutiques, des radioisotopes. Et donc, ces radiopharmaceutiques vont cibler la même molécule pour le diagnostic par imagerie, via les émetteurs gamma. Donc ici, on a le radioisotope, donc, qui va nous permettre d'émettre en fait, donc, certains rayonnements qui vont être captés par une caméra pour réaliser une imagerie. Et donc, on va pouvoir faire un diagnostic avec l'imagerie, on va pouvoir identifier si la cible est présente ou absente. Et ce radioisotope, on peut le changer également
pour mettre justement un radioisotope, pour accrocher à notre radiotraceur, donc à notre traceur, accrocher un radioisotope thérapeutique, donc pour délivrer une irradiation ciblée pour détruire ces cellules. Et donc on a 3 éléments qui constituent nos radiotéranostiques. Comme je vous l'ai dit ici, le radioisotope, c'est le marqueur radioactif, donc qui peut être un radiotraceur, un radioisotope pour l'imagerie ou un radioisotope pour le traitement. Un deuxième composant, c'est le ligand, puisque c'est spécifique. Un ligand, donc, il peut être, donc ça c'est le traceur ou bien le vecteur moléculaire. Ça c'est la molécule à marquer. Elle est marquée par le radioisotope. Et ça, ce vecteur, en fait, ce ligand, il est directement impliqué dans le processus physiologique que l'on veut analyser, pathologique. Okay, donc on va faire un vecteur biologique qui va aller cibler quoi? Qui va aller cibler le récepteur. Le récepteur, c'est quoi? C'est la serrure de notre porte qu'on veut ouvrir ou qu'on veut déclencher grâce au ligand qui est ici la clé. Et ce récepteur, il correspond à une particularité spécifique de notre processus que l'on veut investiguer. Très important. L'idéal, c'est que ce récepteur se situe au niveau, est surexprimé au niveau des cellules tumorales, mais n'est pas ou peut surexprimer au niveau des cellules saines, de façon à avoir une certaine spécificité. Et cette spécificité est intéressante justement à exploiter pour viser uniquement les cellules tumorales et pas les cellules saines. C'est donc en changeant de radioisotope, comme je vous l'ai dit, donc notre marqueur, que l'on va pouvoir faire soit du diagnostic avec l'imagerie, soit du traitement. Alors pour faire du diagnostic, on va utiliser des radioisotopes de type gallium-68 ou bien fluor-18, qui sont tout à fait adaptés à l'imagerie par PET scan. Cette partie diagnostique, elle est essentielle, puisqu'elle va nous permettre d'évaluer l'expression de la cible. Donc, si la cible est présente ou pas présente, mais dans quelle mesure? On va pouvoir mesurer la densité, par exemple, des récepteurs. Si la cible elle est peu présente, elle est moyennement présente, elle est intensément présente, une surexpression intense, ça va être préférable. Également, ce diagnostic va nous servir, cette imagerie, pour évaluer la réponse au traitement. Pour le volet thérapeutique, eh bien, on va utiliser des radioisotopes à émission de type bêta, plutôt bêta-, ou alpha, comme le lutetium-177, ou alpha, comme l'actinium-225. Ces radioisotopes vont provoquer des cassures simples ou double brin de l'ADN, ce qui va conduire à l'apoptose ou bien la mort cellulaire de notre cellule que l'on a ciblée. Ces radioisotopes auront également la particularité d'émettre des rayons gamma qui pourront être captés par nos gamma caméras et donc ainsi d'obtenir une imagerie de notre propre traitement. Donc, en fait, si je vais mettre, voilà, si la cible, ici on a une image de notre patient où on a injecté un radiotraceur de type gallium-68 PSMA. Donc gallium-68, comme je vous ai dit, c'est un radioisotope émetteur bêta+, qui convient tout à fait pour une imagerie par PET scan. Et le PSMA, c'est le vecteur biologique qui correspond, on va en reparler après, à un récepteur transmembranaire qui est surexprimé dans les cancers prostatiques. Et donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit de multiples lésions métastatiques disséminées au sein du squelette et au sein des poumons, au sein de différents organes, qui représentent des lésions métastatiques du cancer prostatique. Et on voit que le PSMA est bien surexprimé. Donc notre cible est bien présente. Concernant le volet thérapeutique, eh bien, on a traité le patient puisque la cible est présente avec notre médicament ciblé. Maintenant, on peut voir si notre traitement est bien allé là où il devait se mettre, c'est-à-dire au niveau des lésions tumorales. Donc on a injecté le patient. Le médicament est allé s'accumuler au niveau des lésions. Et maintenant, on peut faire une imagerie, comme je vous l'ai dit. L'avantage de certains radioisotopes de traitement, c'est qu'ils émettent également des rayonnements gamma qui peuvent être captés par une caméra. Et donc, on peut faire l'imagerie du traitement. L'imagerie du traitement, c'est savoir si effectivement notre médicament est bien allé là où il devait se mettre, certes, mais également mesurer la dose qui a été délivrée à ces lésions tumorales.
et donc prédire la réponse à notre traitement. Si on a eu un traitement, si on a fait un traitement ablatif ou pas ablatif. On peut mesurer au sein de chaque lésion la dose qui a été reçue. Et on le sait qu'à dépasser une certaine dose, le traitement va être ablatif. De cette façon, on peut, comment dire en anglais, you treat what you see and you see what you treat. Donc, on peut vraiment, on peut traiter ce qu'on voit. Si la cible est présente, on va traiter et voir vraiment ce qu'on traite. Imaginez, vous prenez un antibiotique, on va aller le tracer, c'est ça le concept du traceur, c'est ça en médecine nucléaire, médecine moléculaire, on va aller tracer un processus physiologique. On veut investiguer un processus, on prend un vecteur biologique, on sait qu'il va s'accrocher à une cible moléculaire, et on prend un marqueur pour le suivre. C'est un petit peu comme notre GSM qui va se transformer en GPS. Si on a notre GSM mais qu'on n'a pas d'émetteur, on coupe l'émission vers les antennes relais. Ça devient juste un matériel, c'est comme un vecteur. Et si on le branche, alors ça émet et ça reçoit à l'antenne relais, donc ça va créer une émission. Et donc ça, on va pouvoir tracer ce phénomène. C'est très, très important. Imaginez un antibiotique, on le prend, on va voir s'il s'accumule bien au sein du foyer bactérien, par exemple. On sait s'il est là, combien il va s'accumuler. Donc on peut traquer, on peut le suivre, on peut le mesurer, ce traitement, et même au cours du temps. Alors pour comprendre comment cette discipline a évolué et comment nous sommes arrivés là, justement au radiothéranostiques d'aujourd'hui, il faut un peu se replonger dans l'histoire de l'évolution de ces radiothéranostiques. Alors la première application thérapeutique clinique d'un traitement radiopharmaceutique remonte déjà à 1936, quand John Lawrence utilise un radioisotope artificiel, le phosphore 32, pour traiter un cas de leucémie. Et en 1935, Lawrence rejoint son frère Ernest, que l'on voit ici, et qui, lui, Ernest, son frère, il est responsable du cyclotron de l'Université de Californie à Berkeley. Et on voit les deux frères ici, avec Ernest qui est en train de montrer à John comment fonctionne son cyclotron. Quelques années plus tard, en 1941, Saul Hertz, considéré comme le pionnier du domaine, lui, il a posé un jalon historique avec la première utilisation clinique et thérapeutique de l'iode 131 chez des patients atteints d'hyperthyroïdie. C'est 5 ans plus tard, en 1946, que le premier patient atteint d'un cancer de la thyroïde est traité par iode radioactif, l'iode 131. Ce n'est qu'en 1951 que la FDA approuve pour la première fois l'utilisation de l'iode radioactif comme premier produit radiopharmaceutique. 80 ans plus tard, l'iode radioactif reste le traitement de choix pour de nombreuses maladies thyroïdiennes. Voici représentée ici une ligne du temps avec les principales étapes historiques marquantes des radiothéranostiques. Nous venons de voir le début de cette histoire avec l'iode 131. Après, il y a l'exploration des tumeurs neuroendocrines qui ont vraiment bouleversé cette histoire. Concernant l'imagerie, concernant la thérapie, donc reposant toujours sur ce même principe des radiothéranostiques, dans les années 90, avec un premier essai clinique en 1997 utilisant l'yttrium-90, un bêta-. Cette première étude clinique n'a pas vraiment percé, parce qu'il n'y a pas eu de retentissement clinique important, probablement dû à l'yttrium-90 qui donnait certaines toxicités un petit peu trop élevées. On faisait du l'yttrium-90 dotatate en traitement systémique. Il a fallu attendre jusqu'en 2012, avec l'arrivée de la première étude phase 3 prospective randomisée NETHER-1, qui démontrera une efficacité supérieure de lutetium dotatate pour les tumeurs neuroendocrines par rapport au traitement standard pour justement pour ces patients atteints de tumeurs neuroendocrines métastatiques. On y reviendra plus tard, plus en détail, dans mon exposé. Je voudrais revenir un instant au début des années 2000 sur un médicament radiopharmaceutique qui a montré son efficacité dans les lymphomes non-hodgkiniens, mais qui n'a pas connu de franc succès auprès du public médical. Il s'agit de l'yttrium-90 ibritumomab, plus connu sous le nom commercial de Zevalin. Début des années 2000, c'est l'essor de la radioimmunothérapie, surtout pour les lymphomes de type B. Le principe est simple, le médicament radiopharmaceutique, donc l'ibritumomab ou Zevalin en nom commercial, c'est un anticorps monoclonal. Donc, ça cible les... En fait, on utilise les propriétés ciblées de cet anticorps monoclonal, qui est vraiment spécifique du récepteur CD20, qui se trouve à la surface de certaines cellules B. Et on combine avec les propriétés de la radiation
parce qu'il est marqué, cet anticorps, il est marqué à l'yttrium 90. Et donc le mécanisme d'action de cette radioimmunothérapie repose sur le fait que cet anticorps marqué se lie aux cellules lymphomateuses qui surexpriment l'antigène CD20. En se liant à ces cellules, cet anticorps marqué va irradier les cellules lymphomateuses qui sont très sensibles aux radiations, quand il y a un événement nucléaire sensible, et ce sont évidemment les cellules blanches qui sont atteintes en premier, elles sont très très radiosensibles, ce qui va induire la mort cellulaire de ces cellules lymphomateuses. Malheureusement, en fait, ce zévalin, ça a été démontré qu'il y a une efficacité clinique très très importante, une toxicité relativement limitée, mais ce médicament a connu un échec commercial, ce qui a conduit à l'arrêt complet de sa production à peu près en 2014. Cet échec commercial peut être attribué à différents facteurs. Premier facteur, réticence des médecins à référer des patients parce qu'il y avait d'autres options thérapeutiques qui n'étaient pas radioactives, c'était plus facile à manipuler. Deuxième facteur, c'est le manque de coopération logistique entre les médecins nucléaires et les cliniques d'oncologie. Il fallait communiquer plus. Troisième facteur, c'est les questions d'éducation des praticiens. Il faut les former, il faut les éduquer, il faut montrer comment on le fait, et ne pas hésiter à référer et à les suivre ensemble. C'est du multidisciplinaire. En oncologie, c'est toujours du multidisciplinaire. Que ce soit la décision ou que ce soit les traitements, c'est vraiment des décisions communes, ensemble, qu'on fait toujours quelque chose de mieux. Dernier facteur, c'est aux États-Unis notamment, il y a eu le problème de remboursement des frais médicaux. Ça, c'était tout de même majeur. Personnellement, j'ai traité des patients, comme vous disait le professeur Braun tout à l'heure, atteints de lymphome avec du zévalin. Il y a quelques années, le professeur Braun m'a vraiment référé ces patients, et on les a traités, et il y en a encore pas mal qui sont en rémission complète et sont aujourd'hui guéris. Une étape très importante dans l'histoire des radiothéranostic, c'est en 2018, c'est le lancement de l'étude Vision Trial. C'est la première étude prospective randomisée chez les patients atteints de cancer prostatique métastatique qui sont résistants à la castration chimique et à la chimie. C'est une grosse étude de phase 3 qui a démontré l'efficacité supérieure du lutécium PSMA par rapport à un traitement standard pour le traitement de ces patients atteints de ce type de cancer métastatique. Les résultats finaux ont été publiés en 2021. Les retombées de ces résultats, c'est seulement quelques mois plus tard avec l'approbation de la FDA, suivie de l'Agence européenne de médicaments pour son utilisation en pratique clinique. On y reviendra. Alors, quels sont leurs mécanismes d'action? Comment ils fonctionnent, ces radiothéranostic? Parce qu'on dit, OK, ici, on a compris, ils se fixent au niveau du récepteur, on a compris, OK, mais comment ça marche? On va faire appel également à la radiobiologie. Prenons l'exemple des tumeurs neuroendocrines. La particularité des tumeurs neuroendocrines, c'est quoi? C'est de surexprimer les récepteurs à la somatostatine. Récepteurs qui se situent à la surface des cellules tumorales. Ici, représentés, on a les récepteurs ici à somatostatine qui sont ici à la surface de la cellule tumorale. Il y a une surexpression. Le but de l'opération ici, c'est quoi? C'est de cibler ces cellules néoplasiques via les récepteurs transmembranaires pour aller tirer sur l'ADN de ces cellules tumorales. Comment va-t-on procéder? On va injecter au patient un radiotraceur qui permettra de s'internaliser dans la cellule pour bombarder son ADN. Ce radiotraceur, il va être constitué d'un peptide spécifique de ce récepteur, notamment ici l'octréotide, qui va être lié à un marqueur radioactif via une liaison par chélateur chimique pour le maintenir en place de manière à ce qu'il reste bien accroché à son peptide. Alors, on a plusieurs marqueurs possibles qui peuvent être utilisés. Historiquement, on avait l'indium 111, l'yttrium 90, mais maintenant on utilise plus le lutécium 177 avec moins de toxicité. Prenons le lutécium 177, comme dans l'étude d'Ether-1 que je viens de vous montrer. Et ce lutécium 177, c'est un marqueur bêta-. Bêta-, ça émet des électrons. Donc on va bombarder nos cellules, et justement notre ADN, avec ces électrons. Comment ça va se passer? Donc notre radiotraceur, il va aller se fixer au niveau du récepteur à la somatostatine, au niveau de la membrane extracellulaire. Une fois lié au récepteur, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'internaliser. L'ensemble va s'internaliser dans la cellule pour aller justement bombarder cet ADN intracellulaire de cette cellule tumorale. Alors je voulais juste vous montrer ici cette petite vidéo pour
vous expliquer plus en détail. Voilà, ici vous allez comprendre un peu mieux comment ça se passe. Et je pense que c'est toujours bien à mes étudiants, je leur fais passer une vidéo pour bien qu'ils comprennent. Je vais vous expliquer en même temps comment ça se passe. Ce que vous voyez, voilà, c'est ça. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que ici on a notre peptide, on a l'octréotide, on a le chélateur, le DOTA, avec notre lutécium-177 en mauve. Le lutécium-177, comme je vous l'ai dit, c'est un émetteur bêta-, un émetteur d'électrons. L'électron qui viennent du noyau, pas de la couche électronique externe. Ces électrons, et également, nous avons des gamma qui vont être émis pour l'imagerie. Ils vont émettre des électrons dans tous les sens, des gamma également pour l'imagerie. On va injecter ce radiotraceur à notre patient. C'est un traitement systémique. On arrive dans la circulation, bloodstream. Il va se disséminer. Premier, deuxième, troisième passage, il va aller se fixer où? Au niveau des récepteurs. C'est tout un traitement spécifique. Et au plus, il va circuler, au plus, il va se fixer au niveau des récepteurs. Il va se fixer au niveau cellulaire. Vous voyez ce récepteur transmembranaire. On voit que l'ensemble récepteur peptide va être internalisé au sein du cytosol pour aller irradier l'ADN. Progressivement, cela va mener à soit des mutations avec cassure simple brin, soit des cassures double brin, irréparables. L'ADN, la cellule ne peut pas réparer ces cassures double brin. La cellule rentre en apoptose ou en mort cellulaire programmée. Progressivement, la tumeur va diminuer de volume et on va tuer ces cellules tumorales. L'émission des gamma, n'oubliez pas, va nous permettre de traquer ce traitement et d'établir une imagerie. 3 jours après la première injection, voilà, on voit tout ce qui est noir, c'est tumoral. 3 jours après la deuxième injection, ça a déjà nettement diminué. Cela vous permet de mieux vous représenter justement ces concepts de radiotheranostic et ce processus. Alors comme je vous le disais dans mon plan tout à l'heure, comment ça fonctionne ces radiothéranostiques, quel est le mécanisme d'action? Eh bien ça, il faut vraiment se tourner, pour répondre à la question, il faut vraiment se tourner à la radiobiologie. Qu'est-ce que la radiobiologie? La radiobiologie, c'est l'étude de l'action des rayonnements ionisants sur la matière biologique, que ce soit au niveau des organes, des tissus, ou bien au niveau cellulaire ou moléculaire. Ces rayonnements ionisants, puisqu'on parle bien des rayonnements ionisants, je vais remettre mon pointeur. Pourquoi ce sont des rayonnements ionisants? Ce sont des rayonnements qui provoquent des ionisations. Les ionisations, c'est quoi? C'est la capacité d'arracher des électrons à certains atomes et donc de créer des ions. Comment agissent ces rayonnements ionisants sur la matière biologique? Eh bien, on va se distinguer 2 effets. On a les effets directs et les effets indirects sur l'ADN. Ces 2 types d'effets auront pour conséquence d'altérer non seulement la structure de l'ADN, mais également de toucher aux protéines, par exemple de perturber le métabolisme protéique intracellulaire, ainsi qu'au niveau lipidique. C'est la même chose avec une altération des membranes lipidiques, par exemple. Les lipides sont importants dans notre organisme à plusieurs égards, mais notamment en tant que constituants, les constituants principaux de notre membrane cellulaire. Et donc, si ces membranes sont altérées, les cellules sont altérées, il y a une perméabilité cellulaire, et toutes ces actions, ces effets directs et indirects, vont conduire ensemble à la mort cellulaire tumorale. Juste ici, ce schéma pour mieux vous représenter les effets directs et les effets indirects. Les effets directs qui surviennent quand le rayonnement ionisant interagit directement avec l'ADN, qui provoque des lésions immédiates et qui peuvent entraîner la mort cellulaire ou bien des mutations. Ensuite, nous avons les effets indirects qui résultent ici de l'interaction du rayonnement ionisant avec les molécules d'eau, puisque nos cellules sont majoritairement constituées d'eau. En générant quoi? Avec H2O, ça va générer des radicaux libres, oxygen species, qui vont endommager secondairement l'ADN et d'autres structures cellulaires. Ces effets directs et indirects dépendent de la nature du rayonnement et de l'énergie du rayonnement. Et donc pour bien comprendre de quoi on parle, je vais vous expliquer ce qu'est la nature du rayonnement, donc entre d'autres termes, quels sont les différents types de rayonnement concernant le volet thérapeutique. Principalement, nous avons les particules alpha et les particules bêta. Nous avons aussi les électrons d'Auger, mais
Ça, on ne les utilise pas beaucoup parce qu'ils ont une action extrêmement courte et il faut amener le radiotraceur tout près de l'ADN pour que réellement il ait une action. Les particules alpha sont composées d'un noyau d'hélium, de protons, de neutrons, sans électrons. Sinon, ce n'est pas un noyau d'hélium, c'est un atome d'hélium. Donc 2 protons, 2 neutrons, c'est relativement lourd. Ça va provoquer, principalement quand ça va passer, ça va être émis, puisque vous savez qu'un radioisotope, c'est quoi? C'est un isotope, c'est un radioisotope, donc il est instable. Donc c'est un état qui est énergie supérieure, et pour retourner à son état stable, il va émettre un rayonnement de type justement alpha, bêta ou gamma. La nature aime bien revenir à l'état basal, à un niveau d'énergie moindre que l'état d'énergie excité. Et donc, par décroissance radioactive et par désintégration, on a l'émission d'une particule alpha, 2 protons, 2 neutrons. Cette particule alpha, donc, elle est lourde, elle va casser l'ADN de façon très importante puisqu'elle va provoquer des cassures plutôt double brin. Son transfert linéaire d'énergie, c'est-à-dire l'énergie déposée par unité de distance parcourue, est très important. Il est très élevé. C'est-à-dire qu'elle dépose un grand niveau une grande quantité d'énergie à la matière sur une petite distance. Par contre, les particules bêta, notamment les bêta-, les électrons qui sont émis, pas les électrons qui tournent autour du noyau, les électrons de la couche électronique externe, non, les électrons qui sont produits, c'est pour ça qu'on les distingue bien, on les appelle les bêta- et pas les électrons, qui sont produits par désintégration radioactive. Eh bien, ces bêta- ont une masse beaucoup plus faible que les particules alpha, et elles vont déposer moins d'énergie à la matière pour une même distance parcourue. C'est pourquoi les bêta- vont principalement provoquer des cassures simples brins. Pour résumer ce chapitre sur la radiobiologie, on a donc vu qu'il y avait des effets directs qui prédominaient avec les rayonnements à fort transfert linéaire d'énergie, donc comme les particules alpha. Ces rayonnements ionisants interagissent donc directement avec l'ADN, ce qui provoque des lésions immédiates. Quant aux effets indirects, ils prédominent plutôt avec des rayonnements bêta, des rayonnements donc à faible transfert linéaire d'énergie. Et dans ce cas, 70% des interactions impliquent la formation de radicaux libres, donc des effets indirects via la production de radicaux libres qui vont donner des dommages, qui vont endommager l'ADN, donc de manière indirecte, contre 30% des effets indirects, par exemple, chez les bêta-. Alors passons maintenant aux indications actuelles et aux résultats des principales études cliniques qui ont marqué un tournant dans cette discipline. L'année 2012 a vu le lancement de la grande étude prospective randomisée de phase 3 NETTER-1. Cette étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2017, ce qui a conduit à l'approbation du médicament tant au niveau de la FDA que de l'Agence européenne du médicament. Alors, quelle est cette étude? Voici le design de l'étude. En fait, c'est une étude randomisée, contrôlée, où on a un bras où on donne 4 injections de lutécium dotatate. Donc, il s'agit vraiment des tumeurs neuroendocrines, patients atteints de tumeurs neuroendocrines avec cette particularité de surexprimer ces récepteurs à la somatostatine à la surface de ces cellules. Le petit schéma que je vous ai montré ainsi que la vidéo, c'était du dotatate, c'était ça. Et donc, 4 injections à 8 semaines d'intervalle. 2 mois d'intervalle, on administre 7,4 gigabecquerel, OK, plus le traitement standard, la somatostatine froide, donc la somatostatine que l'on donne. Okay, contre un bras contrôle, ça c'était les hautes doses de somatostatine que l'on donnait, 60 mg toutes les 4 semaines. C'était le traitement standard. Le primary endpoint, on a contrôlé la progression-free survival, donc la survie sans progression, et on avait les critères d'éligibilité, évidemment, c'était les patients qui étaient atteints, on savait qu'ils avaient les surexpressions de tumeurs neuroendocrines, de récepteurs à la somatostatine, un KI 67 inférieur à 20, donc des grades 1-2, pas très agressifs non plus, puisque c'était dans le cas où on donnait justement cette octréotide, hein, cette somatostatine froide. Voilà. Eh bien, voici les résultats. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que ici, nous avons la progression-free survival et ici l'overall survival. Progression-free survival, pour ceux qui ne sont pas prêts, c'est la survie sans progression. Donc le temps de survie, mais sans qu'aucune progression ne soit objectivée. À droite, on a le graphique de l'overall survival, ça c'est la survie globale, la survie. Donc le temps entre le début de l'étude et le décès. Ici,
En abscisse, nous avons le temps, les mois, depuis la randomisation, depuis l'entrée dans l'étude. Et en ordonnée, nous avons justement cette progression, cette survie sans progression. En vert, nous avons le bras testé, le bras expérimental des patients qui recevaient ce lutécium dotatate. Et puis en noir, nous avons le bras des patients contrôle qui recevaient l'octréotide tout à fait classique. Eh bien, on peut voir que, en termes de PFS, que les patients qui recevaient ce traitement expérimental, eh bien, on voyait qu'ils avaient beaucoup moins, enfin, en tout cas, leur progression était beaucoup plus lente. Leur événement, parce que chaque petit trait représente un événement de progression, un patient, eh bien, on voyait qu'il y avait moins d'événements de progression dans le groupe expérimental que pour les patients qui étaient dans le groupe contrôle. Donc, il était réellement efficace. Et pour overall survival, également la même chose, mais de plus faible importance. Pourquoi ? Parce que, en plus, ça c'était une intérim analysis, parce que les tumeurs neuroendocrines, en plus, c'était les G1, G2. Donc, je vous ai dit le Ki-67 peu élevé, c'est-à-dire un taux de prolifération peu important. Donc, ce sont des tumeurs qui évoluent lentement. Ce n'est pas une tumeur très agressive, en tout cas pour les G1, G2, les G3 plus agressifs. G1, G2, ce sont des tumeurs qui évoluent lentement. Et donc, évidemment, si ça évolue lentement, eh ben, ça prend plus de temps pour étudier les événements de progression ou les événements de mortalité. En tout cas, clairement, il y a une efficacité qui a été démontrée par rapport au traitement standard. Ce bénéfice de ce traitement se reflète également sur le plan clinique. Parce que c'est bien d'avoir... je ris toujours quand on montre une efficacité statistique d'un traitement à 1,3 mois de progression-free survival en plus. Et lorsque je demande mais la toxicité qui va avec, par contre ça c'est beaucoup plus toxique. Gagner 1,2 mois de survie avec une toxicité majorée, je dirais que ce n'est pas vraiment une efficacité clinique. Donc il faut tout prendre en compte, surtout en oncologie. Et donc, les patients traités par justement ce lutécium dotatate présentaient des avantages significatifs en termes de santé générale, de douleur, de diarrhée, de fatigue. Parce que ce sont des tumeurs neuroendocrines. Les neuroendocrines, c'est-à-dire que ces tumeurs sécrètent des vasopeptides, par exemple intestinaux, sécrètent de la noradrénaline, par exemple. Donc ça va donner des flushs, des diarrhées, des crampes abdominales, ça va donner de l'hypertension artérielle de façon très importante. Donc c'est des symptômes qui vont handicaper la vie des patients. Socialement, ils ne pourront plus sortir. Et donc, on a constaté une nette amélioration de cette douleur, des événements de diarrhée et de la santé de façon générale. Et ça, c'était extrêmement important. Et ce qui est important, c'est la qualité de vie aussi de ces patients. Et donc, c'est avec ces résultats importants que la FDA et l'Agence européenne du médicament a approuvé l'autorisation en pratique clinique de ce traitement. Voilà. On a une autre étude, le NETTER-2. Donc, on a dit ça marche très bien dans ce setting de clinique, hein, donc les tumeurs grade 1, grade 2. Mais si on donnait ça, si on essaie, on y va progressivement. On montre d'abord la supériorité par rapport au traitement classique et on y va progressivement. Là, c'est en première ligne, mais donné à des grades 2, 3, donc des cancers, tumeurs neuroendocrines, des tumeurs neuroendocrines beaucoup plus agressives. On prend le même schéma que le NETTER-1, lutécium, toutes les 8 semaines, contre le traitement classique, on mesure la progression-free survival. Pareil, la même éligibilité, sauf, on voit, grade 2, grade 3. Grade 2, grade 3, il y a une prolifération beaucoup plus importante, supérieure à 10, du Ki-67. C'est le marqueur de prolifération cellulaire. Il fallait bien entendu qu'il soit SSTR positif, bien entendu, qu'il surexprime ses récepteurs à la somatostatie. Cette nouvelle étude montre que même en première ligne, on obtient un bénéfice en termes de risque de progression et on a 72% de réduction de risque de progression dans le groupe lutécium dotatate par rapport au groupe contrôle. Donc même en première ligne, pour ces patients qui sont atteints de tumeurs neuroendocrines plus agressives, ils ont montré un risque qui était diminué, ainsi qu'une amélioration toujours de la qualité de vie. Et j'en vois régulièrement, toutes les semaines, des patients, ils disent vraiment, grâce à ce traitement, on retrouve
une qualité de vie. Et ça, je vous prie de croire que c'est pour les patients la chose vraiment la plus importante, de recouvrer une vie toute sociale, tout à fait normale. Je voudrais vous montrer, pour vous donner un petit exemple, quelques images d'un patient que l'on a traité chez nous d'une tumeur neuroendocrine et qu'on a traité par lutécium dotatate. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'image FDG PET-CT. Alors le PET-CT, vous savez, c'est l'imagerie qu'on a fait là avec le gallium. Mais là, c'est le FDG. Donc là, on ne voit pas les récepteurs à la somatostatine, mais on voit le métabolisme du glucose, c'est-à-dire si la tumeur est agressive. Okay? Mais pour la réponse thérapeutique, c'est ça qui est important, c'est évaluer le métabolisme glycolytique tumoral. Eh bien, vous pouvez le voir, même si vous n'êtes pas expert en médecine nucléaire, c'est assez simple que les taches noires, ce sont les lésions métastatiques, par exemple au niveau hépatique. Eh bien, ici, c'est le baseline avant le traitement. Ici, c'est le post, donc c'est pareil, toujours un FDG PET-CT après avoir fait le traitement. On voit clairement que les lésions ont considérablement diminué leur métabolisme cellulaire, c'est-à-dire leur agressivité, c'est ce qu'on voulait. Et 2 ans après, ils ont complètement disparu. Alors évidemment, ça c'est un beau cas, ce n'est pas le cas pour tous les patients. Ce que l'on veut obtenir, c'est une stabilisation de la maladie. Surtout dans ces maladies qui n'évoluent pas très rapidement. En grade 1, grade 2, ça n'évolue pas très rapidement. Si on peut obtenir une stabilisation de cette maladie, mais avec une nette amélioration de la qualité de vie, on a gagné. Ça, c'est le cœur. Les autres, c'est les reins, ici. On a une excrétion du FDG urinaire. Pourquoi? C'est un analogue du glucose, mais ce n'est pas du glucose. Si on prend du glucose, il n'ira pas tout de suite dans les urines, sauf si vous êtes un grand diabétique mal contrôlé. Mais le FDG, la particularité, il y a un groupement C2 de carbone en 2e position. On a enlevé le groupement hydroxyle, on met le fluor 18 à ce niveau-là, et c'est un analogue du glucose, du 2-déoxydéglucose, et les tubes contournés proximaux ne réabsorbent pas bien ce radiotraceur, donc il part dans les urines directement. Ce qui nous arrange, parce que tout l'excès du F18, il est parti dans les urines, et donc comme ça, le patient, il ne s'irradie pas beaucoup. Les médias, ce traitement a été popularisé, n'est-ce pas? Et notamment, il y a eu des personnalités qui sont connues, comme par exemple Steve Jobs d'Apple, qui a une tumeur neuroendocrine qui a été traitée avec ce fameux traitement lutécium dotatate. Aretha Franklin également a été traitée avec ce type de traitement. Nombreux patients ont été traités avec ce traitement, on en a parlé. Jonathan Strasberg, c'est lui qui a conduit vraiment l'étude NETTER-1, et certains patients, même très reculés, donc dans des... Vous allez me dire, mais oui, mais alors, les patients qui peuvent bénéficier, y a-t-il partout, y a-t-il une égalité des soins? Tous les patients dans le monde entier peuvent-ils bénéficier de cette thérapie? Sachant qu'il y a des patients dans le monde entier qui sont atteints, évidemment, de cette tumeur, il n'y a pas vraiment de disparité régionale, dans tout le monde, il y en a. Alors, il y a une inégalité, bien entendu, des soins. Bien sûr, il y a une inégalité des soins, comme partout. On le verra après dans le chapitre sur les challenges. Mais donc, ici, quelqu'un qui habitait en Alaska, dans des régions un peu reculées d'Alaska, il est allé aux États-Unis, il s'est fait traiter. Le 24 décembre, le soir de Noël. Voici le concept, donc, la radiothérapeutique. Ici, c'est la première étape, la phase de diagnostic, comme je viens de vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait? On injecte le radiotraceur au patient, par exemple avec le gallium-68, pour voir si la cible est présente ou pas. Ensuite, si la cible est présente, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter notre patient avec cette fois-ci un émetteur bêta pour le traitement, là c'est en bleu. On va faire 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles. À chaque cycle, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier. On va vérifier quoi? On va vérifier, si notre produit radiopharmaceutique, notre médicament s'est bien accumulé au sein de nos cellules tumorales, c'est ce qu'on veut. Et on va mesurer aussi avec le FDG l'efficacité de notre traitement, si nos tumeurs disparaissent, ou bien si elles sont stables, mais en tout cas, s'il n'y a pas de progression. On va adjoindre, bien entendu, pas que l'imagerie, mais des marqueurs biologiques, comme la chromocranine, par exemple, des biomarqueurs biologiques. Et évidemment, la première chose, c'est l'état de santé général du patient. Parce qu'il vient à la consultation. On fait des consultations régulièrement. Avant chaque prochain cycle, on reçoit le patient, on a les résultats,
et on lui dit si on peut continuer ou pas continuer le traitement. C'est le but. Si jamais le traitement ne fonctionne pas, alors ça ne sert à rien de lui administrer un traitement qui serait plus toxique que bénéfique. Dans le cancer prostatique, on a fait un petit peu la même chose. Le concept de radiotheranostic s'est étendu, comme je vous l'ai dit, avec l'étude Vision. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une imagerie PET qui se fait par le gallium-68 ou maintenant le fluor-18 pour visualiser, toujours pareil, la distribution des lésions métastatiques prostatiques et pour sélectionner les patients qui seraient éligibles à ce type de traitement. Et à ce moment-là, on prend la même molécule du PSMA qui se fixe sur un récepteur transmembranaire, cette fois couplé à du lutécium pour un traitement par thérapie de radioligand peptidique. Comment ça fonctionne? On prend un générateur gallium-68 pour l'imagerie. On le met, notre gallium-68, on va le fixer à notre PSMA froid, qui est en poudre, et on va faire l'imagerie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a de multiples, ce patient est atteint d'un cancer métastatique sous forme de multiples lésions ganglionnaires abdominales et rétropéritonéales notamment. Il contient donc la cible. On peut donc le traiter. Si on le traite, on va prendre ce lutécium, pareil, comme dans les tumeurs neuroendocrines, on va faire une injection toutes les 6 semaines, maximum jusqu'à 6 cycles, et on va faire une imagerie après chaque cycle où l'on peut voir la distribution des lésions et distribution de notre médicament. Et en fonction du nombre de cycles, on va voir également progressivement l'extinction de ces lésions. Ça, c'est l'étude Vision, la publication dans le New England Journal of Medicine. En 2021, ça a été publié. Cette étude a été considérée comme l'une des plus grandes réussites justement de l'histoire en médecine nucléaire, puisqu'elle a montré une amélioration statistiquement significative de la survie globale pour les patients qui étaient atteints de ce cancer, au stade métastatique, cancer prostatique, et qui ont reçu justement ces 6 cycles de lutécium PSMA. En mars 2022, peu de temps après, la FDA approuve le lutécium PSMA pour les patients atteints de cancer de la prostate au stade métastatique qui sont PSMA positifs. Ici, c'était l'éditorial d'un journal médecine nucléaire où l'étude Vision est considérée comme l'une des plus grandes réussites de l'histoire en médecine nucléaire. Et on peut le voir avec ce graphique de survie, que la courbe bleue représente le groupe de patients traités avec lutécium PSMA plus standard of care, donc vraiment le traitement standard, et la courbe rouge, le groupe de patients traités par standard of care seul. On a pareil sur l'axe des X le nombre de mois après l'entrée dans l'étude. En ordonnée, on a le pourcentage de patients sans progression. Comme vous pouvez le voir, le groupe lutécium PSMA en bleu a toujours un meilleur pourcentage de patients de survie sans progression. Donc on a moins d'événements progressifs chez ces patients qui reçoivent ce type de traitement que la courbe rouge, les patients qui reçoivent le traitement classique, qui ont beaucoup plus d'événements de progression. Pareil pour la survie globale, on a la différence, c'est qu'ici, l'axe des Y représente le pourcentage de patients encore en vie, et on peut voir que le groupe de patients en bleu sous lutécium PSMA a toujours une meilleure survie que le groupe de patients qui a reçu le traitement standard seul. Cette étude a démontré donc la supériorité du lutécium PSMA par rapport au traitement standard. Les données de l'étude Vision indiquent également que l'association du lutécium PSMA et d'un traitement standard retarde le délai d'aggravation de la qualité de vie, pareil, comme on a recopié un petit peu ce qu'on avait fait dans les études avec NETTER-1, NETTER-2 pour les tumeurs neuroendocrines. Ça retarde l'aggravation, la péjoration de la qualité de vie, l'apparition des douleurs. Ici, par exemple, c'est le délai de survenue du premier événement squelettique majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'événement de fracture vertébrale. Vous savez que le cancer prostatique et les métastases notamment, il y a un ostéotropisme. Ça va se diriger notamment au niveau des os. Et au niveau des os, quand ça affecte l'os, ça va ronger l'os, ça va bouffer l'os, et au bout d'un moment, ça casse. Ça va créer une fragilisation osseuse, trabéculaire, et donc on va avoir des fractures secondaires, des fractures pathologiques secondaires justement à cette insuffisance osseuse. Et donc ça fait mal. Et donc ils avaient beaucoup moins d'événements, ces patients qui étaient traités, beaucoup moins d'événements squelettiques graves. Toutes ces publications ont donc conduit à un changement d'attitude, un changement dans les guidelines internationales en oncologie,
comme vous pouvez le voir ici, une publication du JCO, Journal Clinical Oncology, qui montre l'évolution rapide, et qui montre l'évolution rapide seulement quelques mois après, quand on a montré qu'un traitement est réellement meilleur et supérieur à l'efficacité du traitement standard. Il faut changer les guidelines et on donne le traitement qui a le plus d'efficacité, et en plus avec moindre effet secondaire. Donc, ici, c'est la même chose. Et ils disent bien qu'il faut sélectionner les patients qui présentent la cible. Si vous traitez par ce traitement les traitements qui ne présentent pas la cible, là, vous oubliez le concept de radiotheranostic et de médicaments ciblés. Et là, vous ratez tout, puisque le patient, s'il n'a pas la cible, il ne va pas être traité. Et donc, il va recevoir les effets toxiques sans avoir les effets bénéfiques. Il faut néanmoins garder justement à l'esprit que ce traitement, justement, est efficace si on a la cible. Et comment savoir si on a la cible, à part faire une imagerie par PSMA, par exemple, ou l'imagerie des récepteurs à la somatostatine? Eh bien, ce qu'on va faire une double imagerie. Je vous ai parlé du glucose, du FDG, là, l'analogue du glucose. Il faut voir s'il présente la cible, certes, mais il faut voir si nous n'avons pas de lésions qui, par exemple, ne présenteraient pas la cible, lésions métastatiques, prostatiques, par exemple, qui ne présenteraient pas de surexpression au PSMA, mais qui seraient très glycolytiques, qui seraient très agressives, qui auraient une activité métabolique glycolytique accrue, parce que les cellules néoplasiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles se répliquent, elles se divisent, elles progressent, et pour ça, il faut qu'elles bouffent beaucoup de glucose. Et donc, peut-être qu'on aurait des lésions qui ne surexprimeraient pas spécifiquement ce récepteur et qui se répliqueraient et qui mangeraient beaucoup de glucose. Et donc ça, il faut faire un PET scan au FDG PET-CT. Donc il faut toujours faire cette double imagerie. On change de lunettes. On a la même machine, mais on n'emploie pas le même radiotraceur. En fait, c'est le même traceur, mais ce n'est pas le même marqueur radioisotopique d'imagerie. Et donc, c'est pas le même vecteur, pardon, puisqu'il y a le FDG d'un côté et il y a le PSMA de l'autre. Et donc, il faut vraiment faire cette double imagerie. Ici, on sait qu'il a la cible, mais ici, par exemple, ça, c'est pas très bon. Ici, si c'est un PSMA, s'il ne présente pas la cible, on va pas. Ici, on a le FDG PSMA. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ce patient est un bon candidat quand on doit le sélectionner? Eh bien, on voit qu'il y a de multiples métastases hépatiques qui sont ici, qui sont très intensément glycolytiques, qui se répliquent beaucoup, qui mangent beaucoup de glucose, alors que ces lésions hépatiques ne surexpriment pas le PSMA. Il n'y a pas la cible. Alors on dit, oui, mais la majorité des lésions squelettiques présentent la cible, sauf au niveau hépatique qui ne présentent pas la cible. Oui, mais qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir qu'on ne va absolument pas traiter ces lésions au niveau hépatique. Donc on n'aura même pas une résistance, on ne va même pas les traiter, parce que le médicament ne va pas aller se mettre là. Et si on ne les traite pas, ça va pousser, ça va progresser. Et ça, c'est pas bon. Surtout qu'un cancer prostatique qui se localise au niveau hépatique, déjà, on sait que c'est un facteur de risque, pronostic. Donc, c'est pas bon. On peut faire des calculs un petit peu compliqués maintenant avec l'imagerie, l'intelligence artificielle. On a des logiciels qui nous permettent de contourer automatiquement les lésions. Et on peut calculer le pourcentage d'expression, le rapport expression versus non-expression. Et on voit quand il y a la majorité, ou même ça dépend des organes, parce que c'est même pas une question de nombre. Si vous avez 20% des lésions squelettiques qui ne surexpriment pas, encore ça peut aller par rapport à un nombre de lésions squelettiques. Mais quand vous avez des lésions particulièrement au niveau du foie, il faut ajouter un facteur pénalisant, un facteur péjoratif. Ça, c'est bien pire. Parce que 20% de lésions qui ne surexpriment pas, en plus au niveau du foie, ça, on ne peut pas le traiter. Et ça a été montré que clairement, les cas discordants qui présentaient une activité glycolytique accrue sans surexpression pour le médicament, ils avaient une survie moindre que les patients qui portaient donc cette surexpression sans activité glycolytique accrue. Quelles sont les perspectives futures, les pistes d'avenir? On va voir les thérapies ciblées par les émetteurs alpha, les TATE, les nouveaux radiotheranostiques, les combinaisons thérapeutiques et la dosimétrie personnalisée. Qu'est-ce que ce Targeted Alpha Therapy? Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les rayons bêta, les rayons alpha, il y a un LET, transfert linéaire d'énergie, qui est beaucoup plus important pour les pour les alphas que pour les bêta. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de ruptures double bras, ça dépose beaucoup plus d'énergie en sur une courte longueur. Et donc, ça,
ça représente l'avenir. Ici, je vous ai représenté exactement la même chose avec l'alpha. Vous voyez que cette densité d'ionisation est beaucoup plus importante avec l'alpha. Ce sont des particules lourdes, et de plus, l'alpha, attention, 2 protons, 2 neutrons, ce sont des particules chargées. 2 protons de plus. Et donc, avec l'électron, ça l'attire. Par contre, ça a une portée beaucoup plus restreinte que le bêta. Peu importe, on a des vecteurs qui l'amènent au site même de la lésion métastatique. Au contraire, s'il n'y a pas une portée, je ne veux pas que mes cellules saines puissent être irradiées. Donc ça tombe bien. Thérapie par particules alpha, dans le cadre des études cliniques, on le fait aujourd'hui. Ici, on administre, ici on voit qu'on a une carcinomatose péritonéale extrêmement importante, qui est toute noire, une surexpression très importante, avec un PSA très élevé. On administre 2 injections de lutécium PSMA chez ce patient. Le PSA augmente. On voit qu'à l'imagerie, en gros, on a un peu plus de noir. Il y a plus de lésions, on a une progression. Qu'est-ce qu'on fait? Comme les oncologues, on shift de ligne thérapeutique, on passe à un alpha. Cette fois-ci, on va créer des cassures double bras. Et résistance au bêta, on passe à l'alpha, et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, dégringolade du PSA, on normalise le patient, on nettoie toutes ces lésions. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus important. L'effet toxique n'est pas forcément majoré parce que ça a une portée qui est très courte. C'est un médicament qui peut être très intéressant en cas de résistance. Donc quand on commence à voir un petit peu comme, c'est un peu l'oncologie nucléaire, où on voit comme les oncologues avec les chimios, on change de traitement, on va aller vers une 2e ligne, 3e ligne, ben là on va effectivement gagner des armes thérapeutiques, des lignes avec nos différents alpha, bêta, ce qu'on peut utiliser. Il y a même des combinaisons, on va voir alpha plus bêta, on réduit, voilà. Le micro-environnement tumoral, c'est également aussi très important à prendre en compte. On peut le cibler grâce au PET scan à l'imagerie et également en thérapie. C'est notamment avec le FAPI. Ce sont les fameux Cancer Associated Fibroblasts, donc les CAF. Donc ce sont des fibroblastes qui sont dans la matrice qui tourne autour des cellules cancéreuses, qui sont présents et qui surexpriment certaines protéines, et notamment les FAP et ces protéines. On a des émetteurs de ces protéines et on peut les imager. Donc on va imager l'environnement cellulaire des cellules tumorales. C'est extrêmement important. On va également imager les CD8, les PDL1 pour les traitements d'immunothérapie pour savoir si l'environnement est propice à donner une immunothérapie ou pas. Bref. FAPI, le micro-environnement tumoral, ça sert à quoi? Ça sert à visualiser, par exemple, des lésions qui ne sont pas très glycolytiques, qui n'ont pas beaucoup d'activité métabolique glycolytique, mais par contre qui présentent un micro-environnement tumoral bourré de fibroblastes activés. Eh bien, on peut les imager. Et souvent, c'est notamment dans les carcinomatoses péritonéales ovariennes ou colorectales, dans les cellules mucineuses, par exemple, dont les cellules sont relativement riches en mucus et qui ne sont pas très métaboliquement actives. Eh bien, ça va nous permettre de les imager, ce fameux FAPI, ce micro-environnement tumoral. On va détecter des lésions qui ne sont pas. Par exemple, ici, au niveau d'un cancer du pancréas, on va pouvoir le visualiser au FAPI alors qu'on ne le voit pas ici, ou très mal. On a testé justement ce radiotraceur d'avenir dans de multiples cancers. On a vu que c'était un pan-cancer radiotracer, que dans beaucoup de cancers, on voyait plus de lésions. Finalement, on voyait la partie immergée de l'iceberg, finalement. Mais c'était complémentaire. Cette molécule ne va pas remplacer le FDG, mais c'est tout à fait complémentaire. Et ce radiotraceur est intéressant à exploiter également sur le volet thérapeutique. Si on voit plus les lésions, on voit plus de densité lésionnelle, et même des lésions qui ne seraient pas traitées par exemple, le PSMA ou d'autres radiotraceurs, eh bien là, on pourrait le traiter plus en profondeur. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le micro-environnement tumoral, vous n'avez pas ciblé la tumeur. Oui, mais la tumeur est enchâssée dans ce micro-environnement tumoral. Effectivement, il faut que ce soit quand même relativement proche, puisque les rayonnements, ça ne part pas à 3 mètres, bien entendu. Là, plutôt le bêta que l'alpha, il faudra choisir. Mais en tout cas, on a beaucoup d'espoir pour cela. C'est vraiment un facteur d'avenir. La thérapie est déjà engagée dans certaines études cliniques. Ici, c'est tout à fait récent, le mois dernier qui est paru. Ici, on a un patient qui
on a scanné au FDG-PET, donc l'activité glycolytique, on ne voit pas vraiment la tumeur, alors qu'elle se situe ici au niveau du FAPI, du micro-environnement tumoral. Elle est là, on la voit très très bien. On a vérifié si le patient était éligible à un traitement FAPI, lutécium, FAPI et lutécium 177. On a vérifié à la biopsie que les FAP étaient clairement exprimés, 100%, et de façon assez forte. Donc, ils présentent bien la cible. Ce que l'on voit, ça a été clairement confirmé, ce que l'on voit avec l'imagerie de nos récepteurs, l'imagerie de nos molécules, là, eh bien, c'est corrélé à l'immunohistochimie, bien entendu. Et on l'a traité après 4 traitements par FAPI et lutécium 177. Voilà le résultat, c'est qu'on a clairement une résolution de sa lésion. Pour d'autres patients qui étaient métastatiques et dont, qui étaient clairement métastatiques et dont les cellules, ou en tout cas c'est le micro-environnement tumoral où ces lésions étaient beaucoup mieux visualisées, et dont la densité et surtout l'étendue de ces lésions était mieux appréciée par un gallium FAPI que par le FDG, eh bien on traite par ce FAPI thérapeutique et on voit qu'après 4 cycles, on a, pas une résolution complète parce que c'est un patient métastatique, mais en tout cas une bonne réponse du traitement. Là, il y avait vraiment bulky, c'était vraiment des grosses masses. On voit qu'elle reste tout de même très importante au niveau du FAPI. C'est une réponse partielle, les autres, le A, c'était réponse complète, B, réponse partielle, et C, maladie stable. Par contre, on voit, c'est assez intéressant, que la partie métabolique, elle a disparu. Cependant, la partie micro-environnement tumoral n'a pas du tout disparu. La partie métabolique, peut-être il y a une dédifférenciation. C'est la partie glycolytique qui a disparu. Cela dit, la partie glycolytique, c'est la partie la plus agressive. C'est ce qu'on veut. Ici, c'est la même chose, les mêmes images, après 2 cycles de traitement. On innove un peu partout dans le monde, et on innove ici en Belgique aussi, et notamment chez nous à Bordeaux. On a publié cet article récemment dans les patients atteints d'un myélome multiple réfractaire. On voulait savoir si ces patients surexprimaient justement les récepteurs à la somatostatine. On le sait que dans le myélome multiple, il y a une certaine propension à surexprimer ces récepteurs à la somatostatine, tout comme dans les tumeurs neuroendocrines. Eh bien, on a demandé aux patients de participer dans cette étude prospective où on faisait de façon la routine. De toute façon, ils devaient faire leur PET scan FDG pour un baseline, pour évaluer l'étendue de la maladie ou bien évaluer la thérapie. On voit que certaines lésions qui étaient même extramédulaires, certaines fois ne captent pas. On sait que dans le myélome multiple, on a à peu près 10-12% des lésions qui ne sont pas hypermétaboliquement actives. Et ça, c'est embêtant, à plusieurs égards parce qu'on ne les voit pas, on sous-estime l'étendue de la maladie, l'agressivité, et qu'on ne pourrait pas les traiter avec un éventuel, justement, traitement par radiothérapeutique. Eh bien, ici, vous voyez que ces lésions-là ne captent pas le FDG, par contre, captent très bien les récepteurs à la somatostatine. Ici, un petit ganglion au niveau mammaire interne gauche, même chose. Et donc, on a défini certains patterns de patients. On avait toujours les patients qui étaient FDG positifs, étaient gallium positifs. Certaines fois, on avait des patients qui surexprimaient moins les récepteurs à la somatostatine. Il faut donc identifier ces patients qui présentent la cible. Et très récemment, on a été les premiers à montrer, chez notamment 2 patients, qu'un traitement novateur à la base de ces récepteurs à la somatostatine dans ces patients atteints d'un myélome multiple, eh bien, pouvait être tout à fait bénéfique, parce que notamment ici, le patient 1, ou ici au baseline, avant traitement, on a un FDG ou un gallium dotatate, on voit que la cible est présente, et après traitement, on voit que non seulement au FDG, où on voit l'activité glycolytique, elle a disparu, ainsi que l'imagerie à récepteur, également, nos lésions ont disparu. On a obtenu une réponse métabolique complète, et ici, une réponse métabolique partielle. Ici, c'est juste l'activité du porte-à-4. On a également l'imagerie des récepteurs aux œstrogènes dans le cancer du sein,
qui nous permet de prédire, vous savez qu'il y a une hétérogénéité tumorale, certaines métastases ne présenteraient pas cette expression à œstrogène, donc quand vous recevez un traitement hormonal, la plupart des lésions vont réagir, mais si certaines ne réagissent pas, alors certaines de ces lésions ne seront pas traitées. Il faut le savoir. Donc, les futurs développements, c'est également des synergies potentielles entre certaines thérapies. C'est-à-dire une synergie, c'est quand on a 1 + 2 = 3, c'est quand on a le fait d'une meilleure efficacité par rapport à plusieurs traitements comparé à la monothérapie. Et donc plusieurs voies sont en développement de recherche. On va essayer de combiner l'immunothérapie à la radio-immunothérapie ou au radiotheranostic, justement, parce qu'on crée un effet inflammatoire. Et donc l'immunothérapie, ce serait propice parce que en fait, les cellules présenteraient mieux l'antigène. On serait dans un climat inflammatoire propice pour mieux présenter l'antigène et pour bloquer justement pour lever ce blocage des cellules immunitaires contre les cellules tumorales. Vous savez que les cellules tumorales, malheureusement, les cellules immunitaires, c'est les cellules qui combattent les cellules cancéreuses, qui combattent les infections. Eh bien, les cellules cancéreuses, elles ont cette maligne particularité de se cacher vis-à-vis de ces cellules immunitaires. Et elles induisent un petit peu comme un voile, elles leur donnent l'indication qu'elles ne sont pas présentes, elles les inhibent en fait. Et donc, ces cellules immunitaires ne peuvent pas les tuer directement. Eh bien, il faut lever cette inhibition. C'est ça l'immunothérapie. Eh bien, puisque nos radiothéranostiques permettent de mettre en exergue cet antigène, et si on lève ce blocage de ces cellules immunitaires, alors ces cellules immunitaires vont mieux pouvoir attaquer ces cellules néoplasiques. On a plein d'autres voies de signalisation, de combinaison, également à essayer des radiosensibiliseurs. On leur donne des radiations ionisantes avec nos bêta, nos alpha. On va essayer de radiosensibiliser ces cellules pour qu'ils soient plus sensibles à ces radiothéranostiques. On fait de la dosimétrie. Ça peut être intéressant à plusieurs égards, notamment à diminuer les doses ou augmenter parfois, certaines fois, faire une médecine personnalisée, dire ce patient, il tolère tout à fait des doses beaucoup plus importantes, les lésions ne reçoivent pas assez, on va augmenter tout en contrôlant que l'on n'ait pas trop d'effets toxiques. Ça a un avenir prometteur, le marché le montre, on voit qu'on a une estimation de la valeur du marché et on a une progression de croissance de ce marché. Que ce soit en gris au niveau des radiothéranostiques, on voit que c'est le marché qui est le plus prolifératif. Cette fois-ci, donc ce n'est pas des cellules cancéreuses, c'est un marché qui augmente contre ce cancer. Et ici, en bleu, on a l'imagerie. Effectivement, il y a la vente de ces radiotraceurs d'imagerie qui est relativement stable. Mais ici, on voit que clairement, c'est en augmentation. Les valeurs, les estimations, en tout cas la valeur du marché pour 2021, elles varient entre 1,7 milliard et 6 milliards de dollars. Et en fait, aujourd'hui, c'est un marché vraiment en plein essor. C'est un investissement qui va être triplé ou quadruplé dans un futur proche. Et toutes les grandes industries pharmaceutiques, toutes les firmes pharmaceutiques ont dans leur portfolio des projets de radiothéranostiques. Pourquoi ? Parce qu'on a exploré beaucoup de voies de signalisation cellulaire. Ils ont investi énormément. Vous savez que pour le temps de trouver une cible et le temps de développer le médicament, le temps de faire l'étude clinique, on a pour 10-15 ans. Et c'est extrêmement coûteux. Et il y en a beaucoup, 90% ou 95% vont aller à la poubelle. Et là, on a montré qu'il y avait beaucoup moins de toxicité. On a montré que c'était plus facile, c'était moins coûteux de les développer. Eh bien, ces industries pharmaceutiques, évidemment, ont trouvé une niche et investissent massivement dans ces radiothéranostiques pour le bénéfice des patients. Cela dit, l'académique est toujours là. On est là. Nous n'avons pas beaucoup d'argent en académique, mais nous avons des idées. C'est vrai, c'est très très difficile de conduire. Alors évidemment, je ne vais pas, avec mon myélomultiple, conduire une étude phase 3 multicentrique dans 177 pays. Certes, je n'ai pas les millions qu'une industrie pharmaceutique là, c'est sûr. Je vais devoir donner pour l'étude phase 3, peut-être il faudra qu'on fasse un patent. Mais en tout cas, tout ce qui est étude phase 1, toxicité, phase 2,
faisabilité, on peut les faire au niveau académique. On développe et les industries reprennent et les disséminent et font les grands essais cliniques pour montrer l'efficacité. Ok, ça va. Si c'est ça, c'est bon. Pour le bénéfice du patient. Et donc, c'est c'est clairement une discipline qui est multidisciplinaire. Multidisciplinaire parce que vous vous rendez bien compte qu'on a besoin de radiopharmaciens, on a besoin de radiobiologistes, on a besoin de radiophysiciens, on a besoin des technologues, on a besoin de beaucoup de monde. C'est une science médicale extrêmement disciplinaire, extrêmement multidisciplinaire. C'est ça aussi son intérêt. Et c'est l'avenir. Quels sont les principaux challenges? Eh bien, ce qui est production, distribution, stockage, c'est un premier défi, hein, parce qu'il faut avoir à disposition un cyclotron, il faut avoir ces équipements ou un réacteur nucléaire pour produire ces radioisotopes à des fins médicales. Il faut l'emmener dans l'hôpital, il faut le distribuer aux patients. Ça demande des infrastructures relativement coûteuses que tous les pays n'ont pas, malheureusement. Alors il faut aider ces pays pour les avoir, parce que parfois ils ont des financements. J'ai participé à une mission avec IAEA, l'Agence internationale d'énergie atomique. Certains pays ont fait développement où ils ont de l'argent, ils ont presque l'infrastructure, mais ils ne savent pas s'en servir. Alors il y a les machines elles étaient meilleures que la nôtre, et ils ne savaient pas vraiment s'en servir. Le personnel n'était pas compétent. Il faut vraiment les former à ça. Donc on y va, il faut les former. Alors, il faut les former pour que les patients de là-bas puissent bénéficier de ces nouvelles thérapies. Personnel et équipement aussi, justement, ce personnel, il faut l'avoir. Cet équipement, il faut l'avoir. Il faut former ce personnel. C'est quand même un personnel relativement hautement qualifié. Manipuler des radioisotopes, il faut quand même connaître les règles de radioprotection, comprendre comment ça se passe. Ce n'est pas du tout évident, c'est à la pointe. L'accès aux radiotéranostiques. Effectivement, il faut avoir cet accès à tout cet environnement, et notamment dans tous les pays, et la formation du personnel spécialisé, comme je vous l'ai dit, pour répondre justement à cette demande croissante. Et donc, on a un besoin crucial de cette nouvelle génération de radiochimistes, de radiopharmaciens, de radiophysiciens, de médecins nucléaires. Donc pour ça, j'essaye vraiment de taper sur le clou à la faculté, enfin différentes facultés, moi à l'UMONS, à l'ULB, en faisant des cours interuniversitaires pour les médecins en formation, en faisant également le programme Civis européen, où j'essaye de susciter des vocations. En tout cas, j'essaye de faire ce que je peux, apporter mon grain, et apporter quelque chose à l'édifice. Et en fait, il y a eu même des associations qui se sont faites, des consortiums. Et Bill Gates, il a investi massivement dans un consortium qui est belge et dont certaines industries de production d'alpha-thérapie, comme l'Actinium-225, et vous savez, à Mol, là où il y a les centrales nucléaires, c'est le SCK, le lieu d'étude justement des radioisotopes, tout à fait public. Eh bien, ils se sont associés et ont créé Pantera pour justement accélérer cette production des isotopes, puisqu'il va falloir satisfaire la demande, donc l'offre doit être à la hauteur et doit ainsi augmenter sa production. En conclusion, en quoi les radiotéranostiques sont-ils une révolution en oncologie ? Bien, ils ont la particularité d'avoir une précision moléculaire. On a vu qu'il y avait un ciblage sélectif des cellules tumorales qui épargnait principalement les tissus sains. Et on a une approche systémique et theranostique, puisqu'on peut traiter les tumeurs visibles et occultes, les petites cellules tumorales qui se baladent dans la circulation, avec toujours cette imagerie intégrée pour guider et ajuster ce traitement, voire même arrêter si c'est plus efficace. Qualité de vie améliorée, on l'a vu. L'efficacité a été démontrée dans les grandes études, notamment au niveau de la prostate, au niveau de Vision et Nether-1 au niveau des tumeurs neuroendocrines. L'adaptabilité, c'était efficace sur les micrométastases et les tumeurs inopérables. Possibilité de combinaison, ça on est en train d'explorer ces pistes. Et l'innovation continue, bien, avec par exemple passer d'un émetteur bêta, on a vu pour le PSMA, quand il y avait une résistance, on passe à l'émetteur alpha, ou des stratégies multi-target, on essaye de en même temps faire alpha et bêta, ou alors de lier le PSMA avec une autre molécule aussi qu'on connaît pour les tumeurs prostatiques.
Je vous remercie pour votre attention. Je voulais remercier aussi toute l'équipe avec laquelle je collabore, que ce soit au laboratoire ou aussi l'équipe clinique, à l'Institut Bordet, HUB. Je vous remercie beaucoup. Et ça, c'était tout ce qui était Civis pour tout ce qu'on a fait pour nos étudiants européens des différents pays, plein de cours qu'on a fait. C'était très, très sympathique. Les étudiants ont beaucoup apprécié. J'essaierai de renouveler l'année prochaine. Merci beaucoup. Oui.